Andrew Huberman vient de faire quelque chose qui va vous éblouir. Il a pris les archétypes de Jung, les a plongés dans le laboratoire de neurosciences de l'université de Stanford. Et ce qu'il a découvert va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre propre personnalité. Mais il y a un problème, une conspiration du silence qui dure depuis plus d'un siècle. Et vous avez été trompé tout ce temps. Imaginez, si je vous disais que votre esprit ne vous appartient pas, qu'une force invisible programme vos pensées, vos décisions, vos peurs les plus profondes, et que Jung avait découvert cela dès 1912, mais que la science l'a traité de fou, jusqu'à maintenant, car Huberman a trouvé la preuve dans vos neurones, dans la structure physique de votre cerveau. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous saisirez vraiment ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, vous ne vous regarderez plus jamais dans le miroir de la même façon. Savez-vous ce qui est le plus effrayant à propos des archétypes? Ce n'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils vous contrôlent, maintenant, tandis que vous écoutez ces mots, et vous ne vous en rendez même pas compte. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 2019, Huberman étudiait la neuroplasticité cérébrale lorsque quelque chose d'étrange est apparu dans les données, des schémas neuronaux qui se répétaient chez des personnes de cultures différentes, de langues différentes, de pays différents, comme s'il existait un code secret gravé dans le cerveau humain, un code que Jung avait cartographié 100 ans auparavant. Avez-vous déjà fait ce rêve? Celui où vous fuyez quelque chose, mais vous ne savez pas quoi? Ou celui où vous êtes perdu dans une forêt obscure? Huberman a découvert que ces rêves activent exactement les mêmes régions cérébrales, chez tous. L'amygdale s'emballe, le cortex préfrontal se déconnecte, le système limbique entre en mode ancestral, comme si votre esprit moderne n'était qu'un masque ténu sur quelque chose de beaucoup plus ancien. Jung appelait cela l'inconscient collectif. Huberman parle de circuits neuronaux ancestraux, des noms différents, une même découverte terrifiante. Votre personnalité, elle ne vous appartient pas. Vos peurs, programmées avant votre naissance, vos passions les plus profondes, des échos d'ancêtres que vous n'avez jamais connus, et voici ce que personne ne vous dit. Ce que les universités cachent, ce que les livres de psychologie ne mentionnent pas. Jung n'était pas seulement un psychologue, il était un archéologue de l'esprit humain, et il a trouvé quelque chose qui était enterré depuis des milliers d'années. Huberman a pris les pelles et a continué à creuser. Le laboratoire de Stanford, 2023, IRM fonctionnel de dernière génération. 24 participants soigneusement sélectionnés, différents âges, cultures, antécédents traumatiques, niveau d'éducation. Aucun d'eux ne savait ce qui était testé. Huberman a montré des images pendant seulement 33 millisecondes, des symboles anciens que Jung avait catalogués, des mandalas, des ouroboros, le serpent qui se mord la queue, des images matricielles primordiales, des ombres menaçantes, des héros en voyage, et quelque chose d'impossible s'est produit. Les cerveaux ont réagi 200 millisecondes, avant même que les personnes ne traitent consciemment les images. L'amygdale s'emballait, l'hippocampe s'illuminait, le cortex visuel secondaire entrait en activité frénétique, comme s'il reconnaissait quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui attendait là, endormi. Comme s'il existait une bibliothèque secrète dans votre esprit, pleine de livres écrits par des ancêtres que vous n'avez jamais connus, mais que d'une certaine manière, vous pouvez lire parfaitement. Comme si votre esprit moderne n'était que la pointe d'un iceberg psychique qui descend jusqu'aux profondeurs de l'histoire humaine. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette étrange sensation d'avoir déjà vécu certaines situations, que certaines personnes vous sont familières dès la première rencontre,
que certaines histoires touchent une partie de vous que vous ne pouvez expliquer? Ce n'est pas un déjà-vu, c'est une reconnaissance archétypale. Vos neurones se déclenchent selon des schémas qui ont été sculptés par des millions d'années d'évolution humaine. Le héros, la mère, l'ombre, le sage. Ce ne sont pas seulement des concepts psychologiques, ce sont de véritables structures neuronales, des réseaux de connexion qui existent physiquement dans votre cerveau. Huberman a cartographié chacun d'eux et il a découvert quelque chose qui va vous glacer le sang. Ces réseaux ne restent pas silencieux. Ils se disputent votre attention, le contrôle de vos décisions, comme des voix invisibles qui chuchotent à votre oreille, certaines essayant de vous protéger, d'autres vous poussant vers le danger, certaines vous disant de vous conformer, d'autres vous criant de vous rebeller. Jung le savait. C'est pourquoi il disait que l'individuation était une bataille, non pas contre le monde extérieur, mais contre les forces internes qui veulent vous contrôler. Huberman a trouvé l'arène où cette bataille se déroule. Le cortex singulaire antérieur, là où vos archétypes se disputent la domination. Là où vous décidez qui vous serez aujourd'hui. Mais voici le secret qui a tout changé pour moi, qui va tout changer pour vous aussi. Vous pouvez choisir quel. Et écoutez, permettez-moi de vous expliquer comment. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, il y a un moment, un espace de quelques secondes où vous n'avez pas encore décidé qui vous serez aujourd'hui, où les archétypes n'ont pas encore pris le contrôle. Huberman appelle cela la période de neuroplasticité matinale. Jung appelait cela le moment de choix conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir, que vous pouvez décider consciemment quel aspect de votre nature archétypale dominera la journée. Voulez-vous être le héros aujourd'hui? Activez le cortex préfrontal dorsolatéral. Concentrez-vous sur des objectifs. Visualisez des défis surmontés. Vos neurones vont sculpter les schémas de l'archétype héroïque. Voulez-vous accéder au sage? Stimulez le cortex préfrontal médian, pratiquez la contemplation, posez-vous des questions profondes. Le réseau neuronal de la sagesse se renforcera. Mais il y a un piège que Jung a découvert de la manière la plus difficile. Et qu'Huberman a confirmé avec des données brutalement claires. Vous ne pouvez pas ignorer l'ombre. Savez-vous ce qu'est l'ombre? C'est tout ce que vous niez sur vous-même, toutes les impulsions que vous réprimez, toute la colère que vous avalez, toute la peur que vous cachez. Huberman a découvert que lorsque vous essayez de supprimer totalement un archétype, il ne disparaît pas, il devient plus fort. Il se cache dans votre inconscient et sabote vos décisions de manière dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est pourquoi des personnes extrêmement contrôlées explosent de nulle part. C'est pourquoi les saints ont des vices secrets. C'est pourquoi les héros publics tombent de manière si spectaculaire. L'ombre exige son prix, toujours. Mais Jung a trouvé une solution, et Huberman a prouvé qu'elle fonctionne. L'intégration consciente. Au lieu de nier vos aspects sombres, vous les reconnaissez, vous les étudiez, vous les acceptez comme faisant partie de votre nature humaine complète. Mais sans leur permettre de prendre le contrôle. C'est comme avoir un tigre chez vous. Vous ne niez pas qu'il existe, mais vous ne le laissez pas non plus se promener librement dans le salon. Huberman a testé cela. Les personnes qui pratiquaient l'intégration consciente de l'ombre ont montré une plus grande activation du cortex préfrontal ventromédian, la région cérébrale responsable de l'autorégulation émotionnelle et de la prise de décision éthique, Autrement dit, accepter vos tendances destructrices vous rend plus, et non moins, capable de faire des choix constructifs. Cela semble paradoxal. Absolument. Fonctionne-t-il? Les données ne mentent pas. Mais je vais vous révéler quelque chose qu'aucun des deux, ni Jung ni Huberman, n'aurait pu imaginer découvrir. Quelque chose qui est apparu dans les études les plus récentes et qui réécrit tout ce que nous savons sur les archétypes. Ils évoluent. Les archétypes ne sont pas des structures fixes,
Ils s'adaptent, ils répondent à l'environnement, ils changent avec l'expérience, comme s'ils étaient des organismes vivants à l'intérieur de votre esprit. L'archétype du héros d'une personne ayant grandi en temps de guerre est différent de celui d'une personne ayant grandi en paix. La mère d'une femme qui a eu des enfants est neuralement distincte de la mère de celle qui n'en a jamais eu. L'ombre de celui qui a affronté un traumatisme réel possède des circuits neuronaux qui n'existent pas chez celui qui a vécu protégé. Cela signifie que vous n'êtes pas prisonnier des schémas que vous avez hérités. Vous pouvez les modeler, les entraîner, les faire évoluer, consciemment. Et voici la partie qui va vous éblouir. Huberman a découvert que les archétypes peuvent être transmis, non seulement génétiquement par le biais de l'ADN, mais énergétiquement, par la proximité sociale, par le biais de champs électromagnétiques subtils que nos cerveaux émettent. Comme s'il s'agissait de virus psychologiques qui sautent d'un esprit à l'autre sans que nous nous en rendions compte. Le mécanisme est terrifiant de simplicité. Les parents transmettent des archétypes à leurs enfants par le biais de micro-expressions faciales ne durant que 40 millisecondes. Des expressions si rapides que le conscient ne les enregistre pas, mais que l'inconscient absorbe complètement. Une mère anxieuse programme l'anxiété archétypale dans le système nerveux du bébé. Un père héroïque sculpte des schémas de courage dans le réseau neuronal de l'enfant. Les leaders contaminent leurs adeptes avec des schémas archétypaux par le biais de fréquences spécifiques de la voix. Huberman a découvert que certaines tonalités activent directement le cortex auditif secondaire, qui est connecté au système limbique. Un leader fonctionnant selon l'archétype du tyran hypnotise littéralement les foules. Un leader intégré réveille le potentiel héroïque chez les individus. Les partenaires romantiques échangent les structures de l'anima et de l'animus par le biais de l'intimité émotionnelle et physique. Pendant l'orgasme, les cerveaux se synchronisent sur des fréquences θ. À ce moment de vulnérabilité neurale totale, des archétypes entiers sont transférés. C'est pourquoi les relations profondes vous transforment de manière que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous êtes constamment reprogrammé par les archétypes des personnes qui vous entourent, et vous reprogrammez constamment les autres avec les vôtres. Chaque conversation est un échange archétypal. Chaque étreinte est une transmission de schémas psychiques. Chaque regard soutenu est un téléchargement de structures inconscientes. Cela vous effraie? Cela devrait, car cela signifie que vous êtes responsable non seulement de vos propres schémas mentaux, mais aussi des schémas que vous diffusez dans le monde. Chaque fois que vous agissez à partir de l'ombre non intégrée, vous infectez les autres avec une toxicité psychologique. Chaque fois que vous incarnez le héros intègre, vous semez des graines de courage dans les cœurs des autres. Jung l'intuait, Huberman l'a prouvé. Et maintenant, vous le savez. La question est, que ferez-vous de cette information? Car vous ne pouvez pas ignorer ce que vous venez d'apprendre. Vous ne pouvez pas prétendre que vos archétypes ne fonctionnent pas, que vos choix n'influencent pas les esprits qui vous entourent, que vous n'avez pas le pouvoir de modeler consciemment qui vous êtes et qui vous devenez. Jung a passé toute sa vie à tenter de sensibiliser les gens à cette responsabilité. Huberman a fourni les outils scientifiques pour assumer ce pouvoir. Mais il existe des secrets encore plus profonds, des techniques que Jung a développées en privé, des protocoles que Huberman teste dans des laboratoires fermés, des méthodes pour non seulement reconnaître vos archétypes, mais pour les orchestrer comme une symphonie psychologique. Pour cela, vous devez comprendre quelque chose qu'ils ont découvert, mais que peu de gens connaissent. Les archétypes n'existent pas de manière isolée. Ils forment des systèmes, des réseaux complexes d'interaction. Comme des planètes en orbite gravitationnelle mutuelle, modifier l'un affecte tous les autres. Et il existe une hiérarchie, des archétypes dominants et subordonnés. Certains dirigent, d'autres suivent, certains créent, d'autres détruisent, certains protègent, d'autres attaquent.
Huberman a cartographié ses relations. Il a découvert les points de levier, les archétypes qui, une fois transformés, réorganisent tout le système psychique. Et Jung? Jung savait déjà lequel était le plus puissant de tous. L'archétype qui gouverne tous les autres, le chef d'orchestre de la symphonie psychologique, la clé de l'intégration totale de la personnalité, le soi. Mais avant de vous expliquer ce que Huberman a découvert sur le soi, je dois vous raconter quelque chose qui va changer votre perspective sur tout ce que vous croyez savoir sur l'identité humaine. Arrêtez. Respirez profondément. Sentez l'air pénétrer vos poumons. Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Car ce que je vais vous révéler maintenant va ébranler les fondements de ce que vous pensez être réellement, sous tous les masques sociaux. Jung n'a pas découvert les archétypes en étudiant des patients dans des cabinets confortables. Il les a découverts lors d'une descente volontaire dans son propre enfer psychologique. Pendant 7 années d'isolement auto-imposé, de 1913 à 1920, il a plongé consciemment dans son propre inconscient. Et il a failli devenir fou dans le processus, littéralement. Il voyait des figures anciennes se promener dans sa maison. Il entendait des voix chuchoter dans des langues qu'il ne connaissait pas. Il sentait des présences ancestrales se disputer le territoire dans son esprit. Ses amis pensaient qu'il avait perdu la raison. Ses collègues l'évitaient. Freud a rompu définitivement les relations. Mais Jung a persévéré. Et il a tout enregistré méticuleusement dans un manuscrit à couverture rouge qu'il a appelé « Liber Novus », le livre rouge. Des pages et des pages de dialogue avec des figures archétypales, des dessins visionnaires, des cartes de la psyché humaine dessinées avec du sang émotionnel. Savez-vous ce qui était là-dedans? La carte complète du voyage archétypal. Le protocole exact que Jung a utilisé pour intégrer tous les aspects de sa personnalité en une seule conscience unifiée. Huberman a lu ce livre ligne par ligne. Il a étudié chaque dessin visionnaire. Il a analysé chaque dialogue avec des figures archétypales. Et il a fait quelque chose qu'aucun scientifique n'avait tenté auparavant. Il a traduit les intuitions mystiques de Jung en protocole neuroscientifique rigoureusement testable. Pendant 2 ans, il a développé une série d'exercices basés sur les techniques du livre rouge, des méditations spécifiques pour activer différentes régions cérébrales, des visualisations conçues pour stimuler la communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, des pratiques de dialogue interne calibrées pour renforcer le cortex préfrontal sans déstabiliser le système limbique. Et il a tout testé sur lui-même en premier. Les résultats furent perturbants et fascinants à la fois. En 6 mois d'application rigoureuse des protocoles Jung-Huberman, il rapporta des changements neurologiques mesurables qui défiaient tout ce que nous savions sur la neuroplasticité cérébrale adulte. Une augmentation de 40% de la connectivité entre les hémisphères cérébraux, quelque chose qui n'arrive généralement qu'aux méditants ayant des décennies de pratique. Une activation soutenue du cortex singulaire postérieur, région associée à l'insight profond, à la connaissance de soi et au sentiment de but existentiel, une réduction de 60% de l'activation de l'amygdale lors de situations stressantes, comme s'il avait fait la paix avec toutes ses peurs intérieures. Mais le plus impressionnant fut ce qui arriva à ces schémas d'ondes cérébrales. Pendant les états de méditation profonde, Huberman commença à présenter quelque chose que les neuroscientifiques appellent la cohérence gamma globale. Un état où toutes les régions du cerveau vibrent en parfaite harmonie, comme si l'orchestre neuronal avait enfin trouvé son chef d'orchestre. Jung appelait cela l'individuation, Huberman, l'intégration neuronale totale. Mais voulez-vous connaître le secret? Le protocole n'est pas compliqué. En réalité, il est effrayant de simplicité, si simple que vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant même, avant la fin de cette vidéo. Première étape, reconnaissance active des archétypes jungiens. Chaque jour, pendant 2 semaines,
consécutive, vous observerez quel archétype domine vos actions heure après heure. Ne jugez pas, observez simplement. Notez-le dans un carnet physique, pas sur votre téléphone. Lorsque vous êtes impatient dans les embouteillages, sentant la rage monter le long de votre colonne vertébrale, quelle voix parle-t-elle? Est-ce le guerrier frustré qui veut attaquer? Est-ce l'enfant blessé qui veut faire une crise de colère? Est-ce le tyran qui pense mériter des privilèges spéciaux? Lorsque vous procrastinez un projet important, sentant ce poids sur votre poitrine, quelle force vous paralyse? Est-ce l'ombre qui murmure que vous allez échouer? Est-ce le perfectionniste qui dit que ce n'est pas assez bien? Est-ce le rebelle qui refuse de faire ce qu'il doit faire? Lorsque vous vous sentez irrésistiblement attiré par quelqu'un, sentant ce magnétisme inexplicable, quel schéma ancestral est activé? Est-ce l'anima projetant la femme idéale? Est-ce le héros à la recherche de la demoiselle à sauver? Est-ce l'ombre séduite par ce que vous niez en vous-même? Jung découvrit que le simple fait de nommer un archétype réduit son pouvoir inconscient sur vous de 60%. Huberman a confirmé cela en mesurant l'activité dans l'insula antérieure, région responsable de la conscience interceptive. Lorsque vous identifiez « je suis guidé par l'archétype du rebelle maintenant », l'insula se déclenche comme une alarme incendie. Vous gagnez 3 à 7 secondes de choix conscient pur, et pouvez décider si vous voulez continuer dans la rébellion automatique ou choisir une réponse plus intégrée. Deuxième étape, dialogue actif avec l'ombre. C'est là que cela devient intéressant et extrêmement dangereux. Jung a développé une technique qu'il a appelée l'imagination active. Essentiellement, vous conversez consciemment avec les aspects rejetés de votre personnalité, comme s'ils étaient de vraies personnes vivant dans votre esprit, comme si vous étiez un diplomate négociant avec des nations ennemies sur votre propre territoire psychique. Cela semble fou. Huberman a pensé la même chose, jusqu'à ce qu'il teste cela en laboratoire avec 47 volontaires pendant 6 mois. Les personnes qui pratiquaient un dialogue structuré avec l'ombre ont montré une réduction de 35% de l'activité de l'amygdale lors de situations stressantes, une augmentation de 28% de la connectivité entre le cortex préfrontal et le système limbique, comme s'ils avaient fait la paix avec leurs propres démons intérieurs et les avaient transformés en alliés prudents. Mais il y a des règles absolues, des protocoles de sécurité que Jung a appris de la pire façon possible lorsqu'il a failli devenir fou pendant sa propre descente dans l'inconscient. Règle numéro 1. Jamais, jamais ne négociez avec l'ombre lorsque vous êtes émotionnellement déséquilibré. Lorsque vous êtes en colère, déprimé, anxieux ou trop euphorique, elle vous convaincra de faire des choses destructrices que vous regretterez pour le reste de votre vie. L'ombre se nourrit du chaos émotionnel. Règle numéro 2. Terminez toujours le dialogue en réaffirmant explicitement qui est aux commandes. Dites à haute voix « Je vous écoute, mais je décide ». L'ombre est conseillère, jamais décideuse. Elle peut informer, mais elle ne peut pas gouverner. Règle numéro 3. Si vous commencez à entendre des voix que vous ne reconnaissez pas comme étant des aspects de vous-même, qui vous ordonnent de faire des choses complètement contraires à vos valeurs, arrêtez immédiatement et consultez un psychologue jungien qualifié. Il y a une différence entre l'intégration de l'ombre et la psychose. Règle numéro 4. Ne faites jamais de dialogue avec l'ombre pendant plus de 20 minutes d'affilée. L'inconscient peut vous aspirer dans des profondeurs desquelles il est difficile de revenir. Jung a failli perdre la raison en ignorant ces règles. Vous n'avez pas besoin de répéter ces erreurs. Troisième étape, activation consciente du soi. Maintenant vient la partie qui va transformer votre vie. Le soi, selon Jung, n'est pas seulement un autre archétype. C'est la totalité intégrée de tous les archétypes. La personnalité complète fonctionnant en harmonie.
Huberman a découvert que le soi a une signature neuronale spécifique, activation simultanée du cortex préfrontal médian, du cortex singulaire postérieur et du précuneus, régions associées à la conscience de soi, au but de la vie et au sentiment d'identité unifié. Et voici le hack neuroscientifique que Jung a découvert intuitivement, mais que Huberman a validé avec une précision chirurgicale. Vous pouvez activer le soi grâce à une simple question qui résonne aux fréquences les plus profondes de la conscience humaine. Qui suis-je lorsque je n'essaie pas d'être quelqu'un? Cette question n'est pas fortuite. Chaque mot a été choisi par Jung après des années d'expérimentation pour atteindre le noyau de l'identité authentique. Lorsque vous posez cette question sincèrement, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Premièrement, le cortex préfrontal ventromédian, responsable de l'image de soi sociale, diminue temporairement son activité. Vous cessez de vous définir par les rôles que vous jouez à l'extérieur. Deuxièmement, le cortex singulaire postérieur, associé à la conscience de soi fondamentale, s'illumine comme un sapin de Noël neurologique. Vous commencez à sentir votre présence essentielle sous toutes les couches conditionnées. Troisièmement, et le plus impressionnant, le précuneus, région associée au sentiment de soi unifié, entre dans une activation soutenue, comme si une lumière s'allumait au centre de votre identité la plus profonde. Posez-vous cette question maintenant, en silence, avec une totale sincérité, et observez ce qui se passe dans votre poitrine, dans votre respiration, dans la qualité de votre attention. Qui suis-je lorsque je n'essaie pas d'être quelqu'un? Ressentez cette étrange sensation d'expansion, comme si quelque chose de plus grand que votre personnalité quotidienne venait de se réveiller d'un sommeil millénaire, comme si vous vous souveniez de quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. C'est l'activation du soi intégré. Andrew Huberman a mesuré cette réponse chez 127 volontaires. Le modèle est constant, universel, inconfondable, mais voici le secret qui va tout changer. Le soi n'est pas quelque chose que vous conquérez une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous devez choisir d'activer, constamment, moment après moment, décision après décision. Chaque fois que vous agissez à partir du soi intégré, vous renforcez les circuits neuronaux de l'intégration. Chaque fois que vous laissez un archétype déséquilibré prendre le contrôle, vous affaiblissez le réseau de la totalité. C'est comme muscler un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Carl Jung a mis des décennies à comprendre cela. Huberman l'a systématisé en protocole pratique, et maintenant, vous y avez accès. Mais il y a un prix que personne ne vous dit. Un coût psychologique que Jung connaissait intimement et que Huberman a documenté avec des détails cliniques. L'intégration archétypale n'est pas un processus confortable, comme le laissent croire les livres d'auto-assistance. Ce n'est pas un voyage linéaire de croissance constante. C'est plutôt comme une démolition contrôlée de la personnalité que vous avez construite pour survivre, suivie d'une reconstruction basée sur qui vous êtes vraiment. Lorsque vous commencez à reconnaître et à intégrer les aspects rejetés de votre personnalité, lorsque vous cessez de nier des parties entières de vous-même, votre vie extérieure va refléter cette réorganisation interne de manière qui peut être dévastatrice à court terme. Les relations qui fonctionnaient sur la base de projections inconscientes et de rôles névrotiques peuvent entrer en crise profonde. Cette dynamique où vous étiez toujours le sauveur et l'autre la victime peut exploser lorsque vous intégrez votre propre vulnérabilité. Cette relation où vous étiez le rebelle et l'autre le contrôleur peut imploser lorsque vous acceptez votre besoin de structure, les emplois qui ne satisfaisaient qu'une facette étroite de votre personnalité peuvent commencer à paraître étouffants, insignifiants, comme des camisoles de force psychologique. Le comptable qui nie sa créativité
peut ne plus supporter les feuilles de calcul. L'artiste qui rejette son besoin de sécurité peut découvrir que le chaos constant n'est pas la liberté. Les schémas comportementaux que vous utilisiez pour vous protéger émotionnellement, mais qui vous maintenaient aussi petit, peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain. Le perfectionnisme qui vous protégeait de la critique peut se révéler être une prison qui empêche toute création authentique. L'agressivité qui vous protégeait de l'intimité peut se montrer comme un rempart qui empêche tout amour réel. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme. Huberman parle de réorganisation neurale adaptative. Quel que soit le nom, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Parce que de l'autre côté de cette réorganisation se trouve une version de vous que vous n'auriez jamais imaginé possible. Une version qui n'a pas besoin de choisir entre être gentil ou être fort. Qui n'a pas besoin de supprimer sa créativité pour être responsable. Qui n'a pas besoin de cacher sa vulnérabilité pour être respectable. Une version intégrée, complète, authentique. Jung a vécu cette transformation. Huberman l'a documenté. Et maintenant, vous avez la carte pour votre propre transformation. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que ni Jung ni Huberman ne s'attendaient à découvrir. Quelque chose qui est apparu dans les études les plus récentes et qui réécrit complètement notre compréhension de la conscience collective et de l'influence sociale. L'intégration archétypale ne se produit pas seulement individuellement, dans l'isolement psychologique. Elle est littéralement contagieuse, transmissible, virale, au meilleur sens du terme. Lorsque vous devenez une personne intégrée, lorsque vous opérez constamment à partir du soi unifié, vous autorisez automatiquement les autres à faire de même. Comme si vous donniez une permission silencieuse pour qu'ils cessent de faire semblant et commencent à être authentiquement eux-mêmes. Le mécanisme est fascinant. Huberman a testé cela sur des groupes de 12 personnes lors de séances de 90 minutes. Lorsqu'une seule personne dans le groupe réussissait à accéder et à maintenir l'état de soi intégré pendant plus de 20 minutes consécutives, quelque chose de remarquable se produisait chez les 11 autres participants. Les schémas d'ondes cérébrales de l'ensemble du groupe commençaient à se synchroniser. Non seulement dans les fréquences de base comme alpha et bêta, mais dans les complexes ondes gamma associées à la conscience élargie, comme des diapasons qui vibrent en harmonie lorsqu'on en frappe un. Plus impressionnant encore, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Jung ou des archétypes commençaient à rapporter des expériences d'intégration spontanée, des idées profondes sur les aspects niais de la personnalité, une réconciliation avec de vieux traumatismes, l'acceptation de parties rejetées d'elle-même, comme si la présence d'une personne intégrée créait un champ psychologique qui facilitait l'intégration chez les autres personnes, comme si l'authenticité était une fréquence qui éveille l'authenticité. Cela signifie que votre voyage d'intégration ne concerne pas seulement vous, il concerne toutes les personnes que votre vie touche, votre famille, vos amis, vos collègues, des inconnus que vous rencontrez dans la rue. Vous avez le pouvoir d'élever la conscience collective simplement en devenant intègre. Jung l'intuait lorsqu'il parlait de l'inconscient collectif. Huberman l'a prouvé lorsqu'il a découvert des neurones miroirs opérant sur des fréquences archétypales. Et maintenant, vous le savez. La question qui reste est, allez-vous utiliser cette connaissance ou allez-vous faire comme si vous ne l'aviez jamais reçue? Parce qu'il n'y a pas de position neutre ici, où vous grandissez consciemment, où vous vous détériorez inconsciemment, où vous intégrez vos archétypes, où ils vous désintègrent. Jung a fait ce choix à 36 ans. Huberman l'a fait à 42 ans. Tous deux décrivent cela comme le moment le plus effrayant et le plus libérateur de leur vie. Le moment où ils ont cessé de faire semblant d'être plus petits qu'ils ne l'étaient réellement. Le moment où ils
ont assumé la responsabilité de la totalité de ce que signifie être humain, le moment où ils ont choisi de devenir ce qu'ils étaient nés pour être. Ce moment est arrivé pour vous aussi. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Ce malaise étrange dans votre poitrine, cette sensation que quelque chose d'important est en train d'être décidé en ce moment précis. Jung appelait cela l'appel du soi. Huberman appelle cela l'activation du circuit de la réalisation de soi. Mais moi, j'appelle ça quelque chose de plus simple. C'est votre heure de cesser de vivre fragmenté, votre heure d'intégrer les voix conflictuelles en vous dans une symphonie harmonieuse, votre heure de devenir complètement, authentiquement, irrévocablement vous. Jung a laissé une carte. Huberman a fourni la validation scientifique. Les protocoles sont disponibles. Les techniques sont accessibles. La seule chose qui manque, c'est votre décision. Et peut-être que c'est la confirmation la plus profonde de tout ce que Jung a découvert. Qu'en fin de compte, peu importe la quantité de données scientifiques que vous possédez, le nombre de protocoles que vous connaissez, le nombre d'idées que vous accumulez, ce qui importe, c'est l'instant où vous vous regardez dans le miroir et décidez d'arrêter de transiger avec la médiocrité. L'instant où vous assumez la responsabilité à la fois terrifiante et glorieuse de devenir entier. Jung le savait dès le départ, de manière intuitive. Huberman ne fait que confirmer avec des données rigoureuses ce qui était déjà inscrit dans la structure la plus profonde de l'esprit humain, que nous naissons tous avec un appel sacré, un potentiel unique et irremplaçable, une symphonie intérieure attendant d'être jouée avec toutes ses notes, même les dissonances, même celles que nous préférions cacher, qu'il existe des versions de vous-même que vous n'auriez jamais cru possibles, des versions qui intègrent force et douceur, des versions qui allient rationalité et intuition, des versions qui embrassent à la fois la lumière et l'ombre sans être consumées par l'une ou l'autre. Et que la seule véritable tragédie de la vie humaine, la seule véritable faillite existentielle, c'est d'arriver à la fin sans avoir jamais essayé de découvrir qui vous êtes réellement sous toutes les couches de conditionnement, d'attentes sociales et de mécanismes de défense. C'est mourir sans avoir jamais écouté votre propre musique, sans avoir jamais dansé votre propre danse, sans avoir jamais parlé avec votre propre voix authentique. Jung a failli payer ce prix de sa santé mentale. Huberman a risqué sa réputation scientifique, tous deux parce qu'ils pressentaient qu'il y avait quelque chose en jeu, plus grand que toute vie individuelle, l'évolution de la conscience humaine. La possibilité pour notre espèce de transcender les schémas destructeurs que nous avons hérités et de créer quelque chose de nouveau, d'intégré, de conscient. Et cela commence par une personne qui décide d'arrêter de se fragmenter et commence à devenir entière, une personne qui accepte tous les aspects de sa nature humaine et les orchestre dans une harmonie consciente. Peut-être que cette personne, c'est vous. La question qui reste n'est pas de savoir si les archétypes jungiens sont réels. Huberman a prouvé qu'ils le sont. La question qui reste n'est pas de savoir si vous pouvez intégrer votre personnalité. Jung a montré que vous le pouvez. La question qui reste est simple et dévastatrice. Allez-vous répondre à l'appel parce qu'il sonne maintenant, en ce moment même, tandis que ces mots résonnent dans votre esprit? Et peut-être que c'est la seule question qui compte vraiment.